Alors déjà, première observation, à chaud. On est sur un film qui est plutôt cool pour la détente. Il y a des images plutôt trash, c'est violent, c'est très cru. On en sort plutôt avec les mains moites. Est-ce que tu as d'autres exemples, toi, de films comme ça que tu as vus qui t'ont mis dans ce genre d'état, dans ce genre de... Ouais, par exemple, je sais pas moi, Eraserhead de David Lynch, moi ça m'a fort marqué quand j'étais ado. En fait, tous ces films des années 70, un peu, qui étaient considérés comme des midnight movies, en fait, 70, 80, 70, pardon, qui sont un peu, en fait, des films qui étaient inclassables, qui moi, me marquaient très très fort. Et donc, tu as Lynch qui était dedans, tu avais Romero, tu avais le Rocky Horror Picture Show, et donc c'était tous des films qu'on savait pas nécessairement classer. Donc ouais, je sais pas, c'est des films qui ont vraiment marqué ma rétine, comme Massacre à la tronçonneuse aussi, tu vois, et qui, ouais, c'est le genre de sensation qui me plaît. C'est parce que je suis là. En fait. Et donc voilà, ouais, les films d'Harmony Korine aussi, les films de Herzog, tout ça, c'est vraiment des influences. Moite, j'en sais rien, mais ouais, qui me marquent en tout cas, ouais. T'avais déjà travaillé avec The Experimental Tropic Blues Band sur un clip, il me semble. Ouais, en fait, avant, moi, je travaillais sur un show qui s'appelait The Belgians, donc qui était une espèce de rétrospective en fait à la Belgique, punk. En gros, on avait chopé plein d'images de la télé belge avec, je sais pas moi, plein de manifs, Dutroux, Van Damme, qu'on avait bidouillé pour projeter en direct en fait pendant que le groupe jouait. Et donc c'était un show visuel et sonore. Et suite à ça, on a eu envie de continuer à travailler ensemble. Et ouais, j'ai fait quelques clips pour eux aussi. Et puis bon, j'ai embarqué dans le van, c'était il y a 3 ans, donc j'avais 25 ans à ce moment-là. C'est très long et très court à la fois. T'es vite en plein milieu et tu te dis oh putain, je saurais plus là, j'en peux plus. Et en même temps, une fois que c'est fini, tu te dis ah c'était très court finalement, mais c'est très long. Et ouais, c'était assez dingue quoi. Et quand t'es monté dans le van, t'avais déjà le projet de ce film avec la fiction et tout ça Non, pas vraiment. En fait, quand je suis monté dans le van, on avait vraiment envie de collaborer ensemble. Mais le problème, c'est que niveau droits musicaux, en fait, droits d'auteur, le groupe pouvait pas me céder des morceaux qu'ils avaient déjà faits, en fait. Même s'ils le voulaient, j'aurais dû payer hyper cher. Et bon, j'avais clairement pas les moyens. Mais donc ils m'ont dit, si tu veux un jour faire un film, on peut composer de la musique pour toi. Et je me suis dit, si vous composez de la musique, faites un album. Et du coup, moi, je vais faire un long métrage. Et en fait, voilà, on est parti un peu comme ça. Et je suis revenu avec les... Donc, c'est pas une seule tournée, en fait. C'est une dizaine de tournées qui sont déroulées sur 2 ans. Suite à ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel d'acteurs, en fait, en eux. Et c'est ça qui m'a donné envie de... Ça pop, hein. Qui m'a donné envie de flirter en fait entre le documentaire et la fiction. Et j'avais vraiment en fait des vrais gens qui racontaient des vraies choses et que je pouvais moduler comme je voulais en fait pour raconter moi mon histoire. Et donc c'est ça qu'après cette première tournée, moi j'ai mis j'ai pris plein de notes en fait. J'avais pas vraiment de scénario, j'avais une bible d'idées en fait qui commençait vraiment comme un documentaire classique et qui basculerait petit à petit vers un film psychédélique en fait. Et c'est vraiment ce cap-là que j'ai essayé de garder en me nourrissant de tout ce qu'on vivait réellement en tournée ou qu'on extrapolait en fait. Même moi, je saurais pas trop dire. Alors justement, comment est-ce que ça s'est passé ce travail d'acteur avec ce groupe qui ne sont pas acteurs, donc qui sont musiciens? Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Tu leur écrivais des lignes de texte, il y avait de l'improvisation. Comment ça s'est passé en fait? Alors j'ai commencé par leur écrire plein de lignes de texte parce que moi j'aime beaucoup maîtriser ce que je fais. Et en fait, comme tu dis, ce sont pas des acteurs en fait. Donc c'est pas des gens qui ont des réflexes professionnels. Donc tu peux pas leur dire action ou couper, et sinon ils sont vraiment à côté de la plaque en fait. Donc à un moment, petit à petit, je me suis rendu compte qu'ils étaient super bons en impro, qui captait super bien la caméra, surtout Jérémy, et donc c'est pour ça que c'est le personnage principal, et c'est pas un enfoiré dans la vie de tous les jours, c'est vraiment un mec très sympa et surtout très impliqué artistiquement en fait. Encore sur mon matos, putain. C'est vraiment salaud là. Sinon on vient fumer un baby bambou avec nous. Et attends. Un petit baby bambou. Allez, allez, allez.
Donc c'est pour ça qu'on a pu aller aussi loin ensemble, parce qu'on avait une confiance aveugle l'un dans l'autre. Et en fait, c'est ces heures qu'on a passées en van à traverser l'Europe qui nous ont rapprochés, qui me permettaient en fait de les conditionner. Donc je leur donnais plein de directives en disant tiens, ce soir ce serait cool qu'on puisse faire ci ou ça, ou tiens, aujourd'hui ce serait bien que t'emmerdes un peu plus l'ingé son. Et en fait, au départ, je savais pas trop quand ça allait tomber, donc je filmais vraiment tout. Et bon, les soirées aidant, ils avaient vraiment des concerts à faire, donc ils devaient respecter leur part de contrat. Mais après ça, ouais, c'est ça, l'alcool aidant, ils étaient un peu plus désinhibés. Et puis, ils me sortaient des petites pépites, en fait. Et donc, j'avais qu'à les capter. C'est une chanson qui parle des Belges. Parce qu'en Belgique, nous sommes weird, mesdames et messieurs. Un peu étrange, un peu bizarroïde. Et donc, ils avaient à chaque fois cette excuse d'être dans un film. Et donc, ils ont pu en fait faire une sorte de thérapie, tu vois, si je peux dire pompeusement, hein, parce qu'en soi, ils déconnaient tout le temps. Et moi, après, au montage, j'ai coupé les rires et je me suis rendu compte qu'il y avait réellement un malaise qui arrivait à l'écran et qui me permettait de raconter cette histoire, quoi. Donc entre chaque claque, il y a des rires dans le groupe. Ouais. Notamment pour les scènes de claque, en fait. Tout ce qui est humiliation n'est pas du tout vrai, en fait. Ça, c'est vraiment mis en scène quand je suis rentré avec toutes ces images. Donc, comme je disais, c'était pas une seule tournée, donc j'avais vraiment le temps de revenir en Belgique, de dérocher et de me rendre compte de ce dont j'avais besoin encore pour aller plus loin. Et donc c'est ça, à un moment, on allait vraiment que dans du faux, en se disant tiens, on est perdu à Budapest, on s'emmerde, tiens, va un peu plus loin, emmerde-le. C'est l'ingé son qui a proposé qu'on le rase, par exemple. Donc voilà. On a une question là-bas au fond. Ça a été quoi le moment le plus difficile, soit dans la tournée, soit dans la réalisation de ce film? Alors, donc, quel a été le moment le plus difficile dans la tournée et dans la réalisation de ce film pour les gens qui nous écoutent? Le plus difficile, c'est la longueur, en fait, c'est de porter un film comme ça, en fait, où personne n'y croit, en fait. Et c'est ton premier, en fait, les gens comprennent même pas ce que tu veux faire, en fait. Même après, peut-être, ils comprennent pas. Mais ouais, ça, c'est difficile. Et puis il y a une séquence qui a été assez éprouvante, en fait. C'était quand on voit dans le film, à un moment, il y a des vaches qui se font buter. En fait, on a eu l'opportunité, on a rencontré un transsexuel, en fait, pendant une soirée. Et pendant tout un moment, en fait, on voulait faire une soirée un peu bizarre que vous voyez à la fin, qui montrait vraiment que le film partait vraiment en couille. Et on avait envie d'avoir une scène un peu trash. Et on n'a jamais trouvé, en fait, on a été en contact avec plein de libertins qui étaient prêts à faire plein de choses devant la caméra. Et finalement, on a été plantés à chaque fois. Et en fait, un jour, on est tombé sur Suzette, qui était un homme avant, et qui nous a dit les petits jeunes, si vous voulez, moi je peux faire quelque chose pour vous. Et on s'est dit purée, c'est trop fou ce que les tournées nous apportent. Et donc on a été là. Elle nous a fait un show spécial. Et on en est revenu un peu marqué, parce que c'était une expérience assez dingue, en fait, qu'une personne te fasse autant confiance. Et en même temps, on s'est demandé un peu jusqu'où on était prêt à aller pour raconter quelque chose. Et donc, c'est un peu tous ces moments-là qui nous ont un peu brûlés, et en même temps qui restent mémorables, quoi. Donc voilà, mais peut-être que toi tu pensais à la scène avec l'homme au sein, mais c'était pas le pire, pas pour moi en tout cas. Voilà. Tu parles de la... Alors on a encore une question. Ouais. De Rémi. Donc, Du laitier, tu dis? Ouais. Donc Benjamin demande des précisions sur une des scènes du film, la fameuse scène de l'homme à lait. Voilà. L'homme à lait. Vous allez voir, c'est un cocktail de tous les diables. Il est réussi. C'est un peu radioactif, mais... Alors en fait, Rémi, c'est un personnage folklorique de Bruxelles, en fait, qui déambule dans les soirées. Il est comme ça. Donc chez lui, en fait, j'ai qu'à rajouter des posters du groupe, donc tout le reste, tout ce qui est pornographie, aluminium, c'est vrai.
Mais par contre, en fait, c'est un acteur aussi, enfin une sorte d'acteur, une espèce de divine belge que j'ai déjà fait jouer en fait dans des courts-métrages que j'avais fait avant. Mais il a un truc un peu, il a son univers quoi. Donc ouais, un jour il m'avait dit bah, si tu fais un long métrage, ce serait vraiment chouette que tu viennes immortaliser chez moi. Et j'avais déjà été chez lui où il m'avait offert des pattes de canard et je m'étais dit c'est quand même c'est quand même fou en fait. Et donc ouais, c'était il y avait énormément de choses à faire et j'avais envie en fait de confronter un personnage que j'avais déjà mis dans un film avec ce groupe qui était mon nouveau sujet. Et comme ils ont tous des personnalités très différentes et assez ouais, étranges, je me suis dit que ça allait peut-être créer quelque chose à l'écran. Et effectivement, et c'est ça qui est marrant en fait. Je trouve que c'est la scène la plus ambiguë parce que tout le monde sait qu'il est dans un film dans ce moment-là, en tout cas tous ceux qui jouent dedans. Mais il y a eu une réelle rencontre et un réel moment étrange en fait. Et moi, c'est ça qui me plaît avec ce film, c'est cette ambiguïté que moi-même en fait, à certains moments, je saurais pas dire en fait ce qui est vrai ou faux, si ce n'est les opposés du film, quoi, le début et la fin. Donc voilà. Puis le batteur m'en a beaucoup voulu par contre, parce que sa tête est réelle. Il a trouvé que c'était un peu une prise d'otage. C'est quelqu'un, hein, mais je me suis dit qu'il ne se rendait pas compte à quel point il m'avait donné un cadeau énorme en étant là, et je pense que c'est sa réaction de dégoût qui permet d'avoir énormément d'empathie pour ces personnages. Et donc voilà, maintenant il le regarde avec plaisir, évidemment. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé de la difficulté de la production, sur le fait que les gens ne croyaient pas forcément en toi. On a vu la très, très drôle scène des 6,80 € de cachet. 8,60. Excusez-moi. Qui suivent, c'est bien. Bien joué. Voilà ce que nous avons été payés. De l'herbe, des sneakers, des bounty et 8,60 €. Quel lien ou justement quelle différence tu peux mettre entre l'économie du cinéma et l'économie de la musique, si ce n'est la galère? C'est assez compliqué en fait parce que en même temps j'ai l'impression qu'on est dans un milieu où les artistes cherchent ça aussi en fait, tu vois, on se complaît un peu dans notre merde en fait, tu vois. Et donc je plains pas nécessairement ça, mais en même temps il y a une réalité qui est que voilà, les Tropiques ont voulu mettre en avant le fait que il y ait une majorité de groupes de musique qui vivent réellement cette galère et qu'on n'est pas à l'époque des Stones où on fait des tournées en bus avec des putes et de la coke, quoi. Tu vois, c'est pas vrai en fait. Tu vois, c'est pas ça l'histoire. Enfin, l'histoire, c'est pas ça l'envers du décor en fait du rock'n'roll. En tout cas, pas nos groupes en Belgique. Et je pense qu'en France, il y a énormément de groupes qui vivent ça. Et ouais, je sais pas si on peut faire vraiment un rapport entre le cinéma et la musique, mais ouais, je pense qu'il y a une sorte pas d'hypocrisie, mais en tout cas que le groupe, en tout cas, dès le départ, a voulu montrer cette réalité et ne pas basculer dans le côté Facebook, Instagram du moment, qui est de montrer qu'on est le groupe le plus cool, on a le plus de likes, on fait ci, on fait ça, qui en fait crée une illusion sur le groupe. Et tous les groupes jouent cette carte-là, hein, même dans le rap, tout le monde, on fait le truc bling bling, on montre que ça cartonne, on veut de plus en plus de likes, mais en fait, en réalité, on n'a pas du tout de fans et on n'a pas du tout de cachet, on n'a rien en fait, tu vois. Donc il y a un espèce de flou en fait là-dedans, et je sais pas si c'est vraiment à ça que tu veux que je réponde, mais et du coup le parallèle avec le cinéma, je saurais pas trop dire en fait. Moi j'avais envie de faire un film avant mes 30 ans et c'était hyper important pour moi de faire un film, de filmer à tout prix. Et là j'avais un sujet, donc je voulais vraiment tourner sans subside et surtout faire un film libre parce que c'est mon premier, que symboliquement c'était hyper important. Et je dis pas, hein, je ferai pas toute ma vie des films comme ça, ou peut-être, j'en sais rien, hein, mais j'ai rien contre le système, hein, c'est pas ça, hein, je suis pas en train de crier à l'anarchie, mais en tout cas, je voulais absolument faire un film libre et j'aurais pas pu le faire en étant bridé en fait. Donc en même temps, voilà, je récolte un peu ce que j'ai semé et je m'en plains pas, hein, je trouve ça génial déjà de pouvoir le présenter ici ou de pouvoir le présenter dans des festivals. Donc je vais pas m'en plaindre non plus, quoi, tu vois. En préparant ces interviews avec Jules, on se disait que Spit and Split c'était un peu un film à mi-chemin entre Across the Universe, le film de Swan et de Justice, et le projet Blair Witch. C'est quoi du coup ce rapport que tu as
au fan footage, c'était plus une contrainte technique ou c'était un parti pris de réalisation Ah non, c'était un parti pris parce que ça me donnait énormément de liberté, notamment parce que ce ne sont pas des acteurs et qu'on n'avait pas de moyens. Donc tu prends ta caméra, tu filmes un truc. Et niveau ambiguïté pour le propos, c'était super génial d'avoir ça. Tu vois, il y a vraiment énormément de défauts techniques. Et moi, j'aime cultiver ces défauts. Je trouve ça beau, en fait. Et voilà. Et en même temps, tu te dis que ce que les gens vivent, si c'était super bien filmé, à la fin, c'est différent, hein, mais ça crédibilise le propos. Et donc tu parles de références, mais moi j'ai plutôt il y a C'est arrivé près de chez vous, évidemment, qui moi m'a fort marqué parce que c'était le film dans mon pays où je me suis dit putain, il n'y a pas que des films comme Les Frères Dardenne, tu vois, on n'est pas que dans du social, même si c'est assez social, hein, mais et il y avait surtout Striptease, l'émission, je sais pas si c'est en France aussi, voilà. Et du coup, ouais, c'est ça, c'était un peu jouer avec ces codes-là qui font notre merveilleuse patrie. Et ouais, voilà, c'est un peu ça les références. Et ouais, le fan footage, projet Blair Witch, oui, j'aurais bien voulu faire un aussi gros buzz qu'eux, mais ouais, je pense que ça aide. Le fan footage, c'est super hein, comme style. Je dis pas que je ferais ça tout le temps, mais c'est un style, quoi. C'est comme le western, c'est comme le film d'horreur. Je sais pas, ça permet de faire plein de choses, en fait. T'es très libre. Voilà. Alors, aussi en préparant l'interview, on a vu que tu avais travaillé plusieurs fois dans le monde de la musique. Donc, tu as travaillé pour le Prince Harry. Ouais. Tu as été monteur pour le The Voice belge. Ouais. Et tu es réalisateur et scénariste d'un clip de Lara Fabian. Ouais. Est-ce que la musique est vraiment inhérente à ton univers cinématographique? Ouais, oui. Moi, je suis musicien moi-même, donc j'ai un groupe de musique et je fais de la musique depuis que je suis tout jeune, en fait, et j'ai toujours été bercé là-dedans. Donc, c'est pas un objectif en soi de toujours mélanger les deux, mais clairement, ça m'attire et c'est pour ça que je fais régulièrement des clips, en fait. Le clip de Lara Fabian sortira jamais. Hein. J'ai une petite histoire avec, mais pas amoureuse, hein, mais. Bref, ouais, donc du coup, ouais, je sais pas, j'aime bien mélanger les deux. Je sais pas, ça me donne plein d'ouverture. Puis l'univers du clip, c'est super parce que tu peux faire ce que tu veux. Voilà, il n'y a pas de code, il n'y a rien. Et ouais, c'est vrai qu'il y a ce mélange entre les deux, mais je sais que dire, c'est mes passions. En fait, le cinéma, la musique, ce sont mes passions. Donc voilà, si je peux les mélanger, c'est super, ouais. Jess qui a de nouvelles questions par chez vous. Non. Merci Jérôme. Merci à vous. D'avoir traversé toute cette distance pour venir nous parler de ton film. Mais avec grand plaisir, merci à vous en tout cas de m'inviter, c'est vraiment super. Et merci Radio Campus, merci le Pandora, vraiment c'est hyper chouette en fait de nous donner l'opportunité de pouvoir montrer ça et de se rencontrer. Et d'ailleurs, si vous n'osez peut-être pas nécessairement poser des questions, moi ça m'emmerde. Hein. Si j'étais à votre place, je pose pas du tout de questions. Mais par contre, j'aime bien rencontrer les gens après. Donc, si vous avez envie, on peut se boire un verre et continuer cette conversation. Pour scène de rencontre, on aura un petit buffet préparé par nos grands amis du Pandora. Et ça, c'est très gentil. On les remercie de nous accueillir. Cette soirée n'est qu'une introduction. Alors, déjà si grande, mais c'est une introduction à quelque chose de bien plus gros. Radio Campus Avignon se lance cette année dans le festival de musique, le Love Letters Festival, 19 et 20 avril, dans la cour de la collection Lambert, pour 2 jours de musique le soir, 3 groupes par soir, une première partie étudiante qui viennent tous de la région. Avec ça, on voulait montrer que Avignon pouvait aussi s'imposer sur le domaine musical, et que Radio Campus Avignon pouvait aussi faire un événement qui dépasse l'événement étudiant. Donc merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'être resté. Je vous souhaite une très belle soirée. C'était cool.